Mon mari a dit, je prends le chien, toi tu gardes le gamin. Sa mère a ri, au moins, le chien est dressé. Le jour du procès, mon fils s'est approché du juge et a dit, maman, est-ce que je peux lire ce que papa m'a envoyé par texto hier soir? Le juge a sourcillé. Son avocat a pâli. Le silence s'est abattu sur la salle d'audience. Je n'aurais jamais pensé que mon mariage se terminerait à cause d'un chien, mais nous y étions. Moi, debout dans la cuisine, encore en pyjama, essayant de retenir mes larmes, tandis que Bryce, mon mari depuis 10 ans, fermait une valise à la hâte comme s'il partait en voyage d'affaires. Sauf que cette fois, il ne reviendrait pas. Il m'a regardé avec des yeux froids et impassibles et a dit, je prends Zeus. Toi, tu gardes le gamin. Pas d'au revoir, pas de discussion, juste ça. Zeus est notre Golden Retriever. Nous l'avons eu avant la naissance de notre fils Ellie. Il est pratiquement membre de la famille. Il dormait au pied de notre lit, chassait Ellie dans le jardin, et récupérait même les chaussettes dans le panier à linge comme si c'était son travail. Et Bryce l'a juste réclamé comme un bagage. Je me souviens être resté là, figé. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais elle a renchéri. Joanne, sa mère, toujours à l'affût, juste assez près pour commenter, mais jamais assez loin pour être utile. Elle se tenait près de la porte, des fausses perles autour du cou et un sourire narquois sur le visage. Eh bien, a-t-elle gloussé, au moins, le chien est dressé. Ils ont ri. Ils ont ri comme si mon fils était un jouet cassé que je devais garder alors qu'il partait avec le prix. Comme si être mère à plein temps au milieu d'un divorce était la main perdante. J'ai eu l'impression que l'oxygène avait été aspiré de la pièce, mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant eux. Je me suis juste retourné et j'ai ramassé le dessin d'Ellie sur le comptoir, celui où ils nous représentaient tous les trois, nous tenant la main sous un soleil géant, et je les ai dépassés parce qu'il était dans la pièce d'un accent grave côté. Ellie, 9 ans, assis en tailleur sur le tapis, un casque sur les oreilles, en train de colorier. Il n'a pas vu la tempête se déchaîner autour de lui. Pas encore. Et à ce moment-là, je me suis fait une promesse. Il ne pensera jamais qu'il était le problème. Que Bryce prenne le chien. Que Joanne pense qu'elle a gagné. Je prendrai le gamin. Je voulais le gamin. Et j'allais le protéger de tout, surtout des gens qui riaient de sa douleur. Mais ce n'est pas ce que je suis venu vous raconter. Ce que vous devez entendre, c'est ce qui s'est passé quelques semaines plus tard, le jour du procès. C'est alors que mon fils, mon doux, calme et observateur Ellie, s'est approché du juge, s'est éclairci la gorge et a demandé, « Maman, est-ce que je peux lire ce que papa m'a envoyé par texto hier soir ?» Toute la salle d'audience est devenue silencieuse. Le juge a sourcillé. Le visage de l'avocat de Bryce a complètement pâli. Joanne, assise derrière nous dans un blazer bleu marine et une expression suffisante, avait l'air d'avoir avalé sa propre langue. Et à ce moment-là, juste là, devant tout le monde, Ellie détenait quelque chose de plus puissant que n'importe quel avocat. La vérité. Il n'avait que 9 ans, mais il savait. Et pour la première fois, les adultes dans cette pièce n'ont eu d'autre choix que d'écouter. Mais laissez-moi vous ramener au début, afin que vous compreniez pourquoi ce moment a tout changé. Parce que ce n'était pas juste une mauvaise dispute. Ce n'était pas un commentaire toxique. C'était des années de gaslighting silencieux, Bryce me faisant sentir que je réagissais toujours de manière excessive, toujours trop émotive, toujours celle qui gâchait tout. C'était subtil, mais constant. Quand Ellie pleurait après que Bryce ait crié, c'était de ma faute si je ne lui apprenais pas à se durcir. Quand je demandais de l'aide, je le harcelais. Quand j'ai finalement dit que je voulais partir, il a dit aux gens que j'étais instable, qu'il essayait juste de maintenir la famille ensemble. Et les gens l'ont cru. Ils l'ont toujours cru parce qu'il est charmant, bon avec les mots, un beau sourire, le genre de gars qui appelle les serveuses chéries les sentir. Mais Ellie a vu des choses que personne d'autre n'a vues. Il a vu comment le visage de son père changeait dès que nous étions derrière des portes closes. Il a vu comment je m'arrêtais en plein milieu d'une phrase quand Bryce entrait dans la pièce. Il a remarqué que je ne riais plus jamais. Pas vraiment. Et quand Bryce a pris le chien et a quitté nos vies comme si nous étions des restes, Ellie n'a pas pleuré. Il s'est juste assis à côté de moi ce soir-là, tenant le vieux collier de Zeus et a dit, « Je ne pense pas que papa nous aime beaucoup. » C'était le début de la fin et, sans le savoir, le début de la vérité qui allait enfin éclater. Quand les gens imaginent une mère célibataire traversant une bataille pour la garde, ils imaginent souvent le chaos. Des cris, des portes qui claquent,
la police appelée. Mais ce n'est pas ainsi que la mienne a commencé. La mienne a commencé dans le silence. C'était le silence après que mon mari Bryce soit parti avec notre chien et un sourire narquois. Le genre de silence qui suit une tornade. Pas bruyant, juste vide. Chaque tiroir qu'il a vidé, chaque manteau qu'il a enlevé du crochet, tout a résonné dans la maison comme un murmure disant « Il est parti ». Au début, Ellie n'a pas posé beaucoup de questions. Il a juste continué à dessiner, à esquisser des super-héros, des couchers de soleil, et parfois des photos de notre chien Zeus avec une cape. J'ai fait semblant que tout allait bien. J'ai surcompensé. Des déjeuners faits maison avec des notes manuscrites, des histoires supplémentaires au coucher. Je l'ai laissé s'endormir dans mon lit la plupart des nuits parce qu'il avait de nouveau peur du noir. Il ne l'avait pas été depuis la maternelle. Notre petit appartement de 2 chambres n'était pas luxueux, mais c'était le nôtre. J'avais peint la chambre d'Ellie en bleu clair et j'avais accroché de petites lumières en forme d'étoiles autour du plafond. Il aimait quand les étoiles veillaient sur lui. Je travaillais à domicile en tant que designer freelance, acceptant des petits boulots pendant qu'Ellie était à l'école. Cela payait à peine les factures, mais cela me donnait du temps avec lui et je n'étais pas prête à y renoncer pour rien au monde. Les matins étaient les plus difficiles. C'est alors que j'ai remarqué à quel point les choses avaient changé. Je me réveillais et je trouvais Ellie déjà habillée, assis tranquillement à la table, fixant la boîte de céréales, mais ne mangeant pas. Avant, il sautait partout le matin, posant une centaine de questions sur les dinosaures et l'espace et combien de dents les requins ont vraiment. Maintenant, il était juste immobile. Je savais qu'il souffrait et je ne savais pas comment y remédier. Quand Bryce et moi nous sommes rencontrés, il était magnétique, confiant, charmant, ambitieux. Il m'a fait me sentir zen d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'avais 23 ans et je travaillais dans une imprimerie. Il est venu pour des cartes de visite et est reparti avec mon numéro. En 1 an, nous étions mariés. Au moment où Ellie est née, j'avais déjà commencé à lui trouver des excuses. Au début, c'était de petites choses. Il oubliait de venir me chercher après le travail ou il plaisantait sur le fait que je me laissais aller juste après avoir accouché. Il appelait ça de la plaisanterie. J'appelais ça une mauvaise journée. Mais ces mauvaises journées se sont transformées en un schéma. Il contrôlait l'argent, le thermostat, la façon dont j'élevais Ellie. Quand Ellie attrapait un rhume, Bryce m'accusait de le laisser devenir faible en le laissant se reposer. Quand Ellie avait peur après un cauchemar, Bryce lui disait « Les garçons ne pleurent pas ». C'est à ce moment-là que j'ai commencé à dormir avec le babyphone allumé. Même quand Ellie avait 6 ans, pas pour entendre Ellie. Il ne criait plus. Mais pour entendre Bryce. Les gens ne voyaient pas ce côté de lui. Ils voyaient le Bryce qui organisait des barbecues dans le jardin et faisait des toasts amusants. Joanne, sa mère surtout, pensait que Bryce marchait sur l'eau. Elle m'a dit un jour, « Tu as de la chance qu'il supporte tes humeurs. » Et je me souviens l'avoir fixé, me demandant combien d'autres femmes avaient été réduites au silence avec la même phrase. J'étais épuisé, non seulement par le fait d'être parent, mais aussi par le fait de faire semblant. Faire semblant que nous étions une famille heureuse. Faire semblant que je ne rétrécissais pas à l'intérieur de ma propre maison. Faire semblant qu'Ellie allait bien. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase n'était pas dramatique. Pas de scandale de tromperie. Pas de dispute à cris. C'était un mardi après-midi. Bryce est rentré tard, a jeté ses clés sur le comptoir et a demandé si Ellie avait fini ses devoirs d'orthographe. J'ai dit oui. Il a dit bien, parce que je ne veux pas qu'il finisse comme toi, à peine en train de joindre les 2 bouts. Il l'a dit avec désinvolture, comme s'il parlait du temps qu'il fait, puis il est entré dans la pièce d'un accent grave côté pour vérifier ses emails. Ce soir-là, j'ai attendu qu'il soit endormi. Je me suis levé, je suis allé dans la salle de bain, j'ai fermé la porte à clé et j'ai pleuré sur le sol. Pas parce que j'étais triste, mais parce que je savais enfin que j'en avais fini. Il a fallu 3 semaines de plus pour qu'il parte. Et quand il l'a fait, il n'a pas fait ses bagages tranquillement. Il a pris Zeus, sa dignité et tout le sens de la décence qui lui restait et m'a dit, « C'est toi qui gardes le gamin. » Cette phrase n'arrêtait pas de se répéter dans ma tête. C'est toi qui gardes le gamin. Comme si Ellie était un objet indésirable dans une vente aux enchères de divorce. Mais la vérité est que je voulais le gamin parce qu'il était gentil, empathique, intelligent. Il voyait les gens d'une manière que les adultes ne pouvaient pas. Et si Bryce ne pouvait pas voir la valeur de cela, alors Ellie n'avait pas besoin de lui.
Je ne savais pas alors à quel point Ellie avait remarqué. Je ne savais pas à quel point il s'était retenu. Mais je l'apprendrai bientôt, et le juge aussi. La première réunion pour la garde a eu lieu dans un bureau stérile du centre-ville. Des murs beiges, des chaises en cuir, une fausse fougère dans le coin, conçue pour se sentir neutre. Ça ne l'a pas fait. Bryce est entré avec 10 minutes de retard, portant un blazer et souriant comme si c'était lui qui passait l'entretien. Joanne traînait derrière lui, non invitée, mais s'est installée avec suffisance dans la salle d'attente avec un tupperware de pain aux bananes fait maison qu'elle a offert à la réceptionniste comme si nous étions tous une grande famille heureuse. Je me suis assise en face de Bryce et je l'ai regardé jouer la comédie. Poli, calme, le père concerné. Il a parlé de routine, de stabilité et de son profond engagement envers le bien-être d'Ellie. Chaque mot me donnait la chair de poule parce que je savais qui il était vraiment derrière des portes closes. Il voulait la garde partagée. 1 semaine sur 2. J'étais abasourdi. Cet homme n'avait pas appelé Ellie une seule fois depuis son départ. Pas un seul FaceTime, pas même un texto. Quand il venait chercher son courrier, il restait dehors comme un étranger et ne demandait jamais comment allait Ellie. Et maintenant, il voulait la moitié de la vie d'Ellie lui être rendue comme une commande de pizza. J'ai essayé de rester calme, mais les mots se sont précipités. Il ne prend même pas de nouvelles de son fils. Il ne se montre pas. Pourquoi aurait-il la moitié? Bryce s'est penché en arrière et a souri. Parce que je suis son père. C'est alors que j'ai réalisé que ce n'était pas une question d'Ellie. Il s'agissait de contrôle, de gagner, d'image. Et Bryce ne le faisait pas seul. Joanne a commencé à s'immiscer dans tout. Elle m'envoyait des emails passivement agressifs juste pour prendre des nouvelles et s'assurer qu'Ellie mangeait assez de légumes verts. Il a l'air un peu gonflé sur cette photo de l'école. Puis il y avait les dépôts à l'école. Bryce apparaissait soudainement sans prévenir, portant son sweat à capuche numéro 1 de papa, saluant les autres parents en agitant la main, donnant des barres granola à Ellie comme s'il était le fournisseur de l'année. Et Ellie, il avait l'air confus, mal à l'aise. Il a arrêté de sourire le matin. À la maison, j'ai remarqué un changement. Ellie avait plus de questions maintenant, des plus difficiles. Pourquoi papa dit-il que tu ne veux pas que je le voie? Lui as-tu dit que j'ai peur de sa maison? Est-ce mal de pleurer quand Zeus me manque? Celle-là m'a anéanti. Le chien lui manquait tellement qu'il avait commencé à dessiner Zeus dans des photos de famille. Sauf que maintenant, Zeus se tenait toujours entre moi et Ellie, presque comme un protecteur. Un soir, Ellie est venue me voir et a chuchoté, « Papa m'a dit de ne pas te le dire, mais il dit que tu pleures trop et que je serai foutu si je vis avec toi tout le temps. » Je me suis assise par terre dans le couloir et je l'ai juste serré dans mes bras. Je n'ai pas pleuré. J'en avais envie, mais je ne pouvais pas me permettre de donner cette satisfaction à Bryce. Au lieu de cela, j'ai tout documenté. J'ai tenu un journal, j'ai sauvegardé des captures d'écran de chaque message de manipulation, j'ai fait des copies des quelques emails que Joanne a laissé échapper et a envoyé directement, des choses comme si Ellie n'apprend pas la discipline, il finira comme ton côté de la famille. Pendant ce temps, Bryce devenait plus audacieux. Il a commencé à envoyer des textos à Ellie comme ta mère dit encore non. Surprise. Ou j'aimerais pouvoir te voir plus souvent, mais ta mère veut te tenir éloigné. C'était de l'aliénation parentale classique. Mais essayer d'expliquer cela à un juge, c'était comme essayer de prouver qu'un fantôme existait. Mon avocate Denise était prudente mais honnête. Elle a dit, à moins qu'il n'y ait d'abus ou quelque chose de solide sur papier, les juges aiment l'équilibre. Ils ne favoriseront pas un parent sans preuve. Preuve. Ce mot m'a hanté parce que la plupart des dégâts que Bryce a causés n'ont pas été causés par des ecchymoses ou des menaces. C'était par le ton, par les mensonges transmis comme des bonbons, par l'érosion. Ellie était en train d'être érodée. Néanmoins, la date de l'audience a été fixée. J'avais 2 semaines pour me préparer. J'ai passé toutes les nuits à parcourir nos échanges de textos, à organiser les dates et les entrées, à construire la plus silencieuse des affaires de ma vie. Puis, un soir, je suis allé vérifier Ellie et je l'ai trouvé assis dans son lit, le visage pâle, tenant sa tablette. Maman, a-t-il demandé d'une petite voix, je ne pense pas que papa voulait que je voie ça. Il m'a tendu l'écran. J'ai fait défiler les messages, mon estomac se tordant à chaque mot. C'était là, en noir et blanc, Bryce envoyant un texto à quelqu'un, peut-être sa nouvelle copine, se plaignant de la douceur d'Ellie, de la façon dont il le remettrait sur les rails une fois qu'il aurait plus de garde. Et le pire,
j'ai hâte d'en avoir fini avec ce morveux pour pouvoir reprendre ma vraie vie. Ellie m'a regardé, les yeux vitreux, et m'a demandé, est-ce de ma faute s'il ne veut pas de moi? J'ai senti tout mon corps se refroidir. Non, ai-je dit. Non, mon bébé. Tu n'as rien fait de mal. Tu es parfait. C'est ton père qui est brisé. Ce soir-là, j'ai su que nous avions notre preuve. Non seulement pour le juge, mais aussi pour Ellie. Il méritait d'être entendu et il le serait bientôt. La nuit où Ellie m'a montré ses textos de Bryce, quelque chose en moi a changé. Jusqu'à ce moment-là, je me battais pour survivre à la tempête. Mais maintenant, je ne faisais plus que réagir, j'étais prête à riposter. Je me suis assise sur le lit d'Ellie en tenant la tablette, en relisant encore et encore les mots, j'ai hâte d'en avoir fini avec ce morveux pour pouvoir reprendre ma vraie vie. Il pleure comme un bébé, tout comme sa mère. Inutile. Il les avait envoyés à Ellie par erreur, à l'intention de quelqu'un d'autre. Peut-être la femme qu'il fréquentait ou l'un de ses copains avec qui il partageait ses histoires de pauvre père célibataire. Mais maintenant, il était trop tard. Ellie l'a vu, et moi aussi. J'ai pris une inspiration et j'ai regardé mon fils. Son visage était pâle et immobile comme s'il essayait de disparaître dans sa couverture. Il ne voulait pas de réconfort. Il voulait la vérité. As-tu tout lu? J'ai demandé, et il a hoché la tête. Je ne voulais pas. Mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Je pensais que j'étais peut-être mauvais. Non, ai-je dit immédiatement. Tu n'es pas mauvais, Ellie. Il a tort. Il a tellement tort. Et je le pensais. Chaque mot. Il ne s'agissait plus seulement d'obtenir la garde. Il s'agissait de briser un cycle, de s'assurer qu'Ellie ne grandissait pas en pensant que l'amour était quelque chose qu'il fallait gagner en étant silencieux, en plaisant aux gens qui ne le méritaient pas. Alors j'ai imprimé les captures d'écran, je les ai étiquetées par date et je les ai sauvegardées sur une clé USB. J'ai contacté Denise, mon avocate, dès le lendemain matin. Sa voix s'est crispée lorsque je lui ai lu certains des messages. C'est important, a-t-elle dit. Cela pourrait tout faire basculer. Mais es-tu sûr de vouloir qu'Ellie témoigne? Cela m'a glacé le sang. Je n'avais même pas envisagé de le faire témoigner. L'idée me tordait l'estomac. Il n'avait que 9 ans. Je ne voulais pas qu'il soit mêlé à un drame judiciaire, interrogé par des avocats au visage froid ou forcé de regarder son père dans les yeux et de revivre tout cela. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose qu'il avait dit après le départ de Bryce, tu me dis toujours de m'exprimer quand quelque chose ne va pas. Est-ce que c'est l'un de ces moments? Il voulait s'exprimer. C'était ça la différence. Alors je l'ai fait asseoir à la table de la cuisine avec du jus et des craquelins grammes et je lui ai demandé doucement, Ellie, tu n'es pas obligée, mais si tu veux parler au juge, si tu veux lui dire ce que tu ressens, je serai là tout le temps. Il m'a regardé, sérieux au-delà de ses oreilles, et a dit, est-ce que je peux lui montrer ce que papa a écrit? Le juge doit connaître la vérité, n'est-ce pas? J'ai réprimé mes larmes. Oui, mon bébé, il le doit. Les jours suivants ont été un flou de préparation. Denise s'est arrangée pour que les preuves soient officiellement soumises. Nous avons créé une chronologie des événements, construit un récit, demandé qu'une déclaration formelle d'Ellie soit examinée par le tribunal au préalable. Pendant ce temps, Joanne a recommencé à se montrer à l'école d'Ellie. Une fois, elle a essayé de lui donner un cadeau pendant le renvoi, une figurine et une petite carte sur laquelle on pouvait lire « Papa se bat juste pour toi ». Ellie me l'a donné et m'a demandé « Pourquoi j'ai l'impression que c'est un piège ?» Parce que c'en était un. Je l'ai signalé. Denise a déposé une plainte. Bryce, comme d'habitude, m'a envoyé un texto me disant que j'utilisais Ellie contre lui, que j'armais un enfant. Projection classique. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Au lieu de cela, j'ai gardé Ellie près de moi. Nous parlions tous les soirs, pas du tribunal, mais de ce qu'il ressentait, de ce qui lui faisait peur, de ce qui le rendait fort. Il posait des questions et j'y répondais avec honnêteté. Pas d'édulcoration, pas de fausses promesses. La nuit avant l'audience, Ellie n'arrivait pas à dormir. Il était allongé à côté de moi, silencieux dans le noir, et a chuchoté, « Et si le juge ne me croit pas ?» Je me suis tourné vers lui, j'ai repoussé ses cheveux en arrière et j'ai dit, « La vérité n'a pas besoin d'être bruyante pour être réelle. Exprime-toi simplement avec ton cœur. C'est tout ce que tu as à faire. » Il n'a rien dit après cela, mais il a pris ma main et l'a serrée fort. Le lendemain matin,
nous nous sommes habillés calmement. J'ai mis une robe marine et des boucles d'oreilles simples. Ellie portait son uniforme scolaire fraîchement repassé avec ses baskets rouges préférées. Il a dit qu'elle le rendait courageux. Devant le palais de justice, Denise nous a accueillis avec sa mallette et un signe de tête solennel. Bryce était déjà là, arpentant les lieux dans un costume anthracite, flanqué de Johan et d'un homme que j'ai supposé être son avocat. Il m'a regardé une fois. Je ne l'ai pas regardé en retour. Nous sommes entrés, avons signé nos noms et avons pris place. J'ai baissé les yeux sur Ellie et j'ai chuchoté, « Tu veux toujours faire ça ?» Il a hoché la tête. Je suis prêt. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai cru que tout allait bien se passer. Parce que cette fois, la vérité n'était pas seulement sur le papier. Elle avait une voix et elle était sur le point d'être entendue. La salle d'audience était plus froide que je ne l'avais imaginé. Les murs étaient beiges, les chaises raides et tout sentait légèrement le papier et le vieux café. C'est surtout le silence dont je me souviens. Ce silence d'attente épais avant qu'un juge n'entre. Le genre où l'on entend le bruissement de chaque papier et le battement de son propre cœur. Ellie était assis à côté de moi à la table du demandeur, balançant ses pieds juste au-dessus du sol, essayant d'avoir l'air courageux. Il tenait son petit cahier sur ses genoux, celui où nous avions pratiqué sa déclaration juste au cas où. Ses baskets rouges dépassaient dessous son pantalon repassé et je pouvais voir à quel point il serrait les doigts. De l'autre côté de la pièce, Bryce était assis droit, parfaitement répété dans son costume sur mesure. Il a jeté un coup d'œil à Ellie une fois, mais a rapidement détourné le regard. Johan était assise derrière lui, les lèvres serrées, les yeux scrutant la pièce comme si c'était elle qui était jugée. Lorsque le juge est finalement entré, tout le monde s'est levé. Il a baissé les yeux sur le dossier devant lui, notre numéro de dossier, les noms et la pile de documents que nous avions soumis au cours des derniers mois. Il n'a pas souri. Il n'en avait pas besoin. Après les formalités, l'avocate de Bryce s'est levée pour prendre la parole en premier. Elle était polie et confiante, exposant un récit que j'avais entendu une centaine de fois. Monsieur Carter souhaite un temps de garde parentale égal, soulignant la routine et l'équilibre émotionnel de l'enfant. Il a démontré un intérêt constant pour le bien-être d'Ellie. Un intérêt constant. Il n'avait pas appelé Ellie pour son anniversaire. Il n'avait pas demandé quelles étaient ses allergies. Il ne savait même pas qu'Ellie dormait encore avec sa veilleuse. J'ai serré la mâchoire et je suis restée silencieuse. Puis c'était à notre tour. Denise s'est levée avec un calme mesuré. Votre honneur, nous demandons la garde physique et légale exclusive. Nous avons soumis des preuves documentées montrant une communication et un comportement inquiétant de la part de Monsieur Carter, y compris des messages envoyés aux mineurs. Le juge a haussé un sourcil. À l'enfant ? Denise a hoché la tête. Oui, votre honneur. Et avec la permission du tribunal, Ellie aimerait prendre la parole. Il y a eu une pause, une vraie pause. Le juge s'est légèrement penché en avant. Tu es sûr, mon garçon ? Ellie a jeté un coup d'œil vers moi. J'ai fait le plus petit signe de tête et il s'est lentement levé. Je veux dire quelque chose, a-t-il dit d'une voix douce mais claire. Le juge lui a fait signe d'avancer. Viens, Ellie. Prends ton temps. Il a marché lentement vers l'avant de la salle d'audience, le cahier à la main. Ses mains tremblaient, mais il se tenait droit, plus grand que je ne l'avais jamais vu se tenir. Il a ouvert le cahier et a pris une inspiration. Mon père m'a envoyé des messages que je n'étais pas censé voir, mais je l'ai fait et je pense que le juge devrait le savoir. La pièce est devenue silencieuse. Denise a remis les captures d'écran imprimées au huissier. Le juge a feuilleté les pages pendant qu'Ellie lisait les mots à voix haute de sa copie. J'ai hâte d'en avoir fini avec ce morveux pour pouvoir reprendre ma vraie vie, a lu Ellie, sa voix s'étranglant. Il a regardé le juge. Il parlait de moi. Un halètement est venu de quelque part dans la galerie. Johan s'est agité sur son siège, soudainement pâle. L'avocate de Bryce s'est tournée vers lui, la bouche légèrement ouverte. Et Bryce, il est resté assis là, a fixé la table, la mâchoire serrée comme si elle allait se briser. Ellie a continué. Il pleure comme un bébé, tout comme sa mère. Inutile. Il a relevé les yeux. Ma mère ne pleure pas tout le temps. Elle est forte. Elle m'aide quand j'ai peur. Et je ne suis pas inutile. Silence. Le juge a joint ses mains. Merci, Ellie. C'était très courageux. Y a-t-il autre chose que tu veuilles me dire ? Ellie a hésité, puis a dit,
je ne veux pas vivre dans un endroit où j'ai l'impression d'être un problème. Je veux juste me sentir en sécurité. Et c'était tout. Il est revenu vers moi et je l'ai serré fort, en lui chuchotant, « Tu as été parfait ». Il a hoché la tête contre mon épaule, s'accrochant un peu plus fort que d'habitude. Le juge s'est éclairci la gorge et a regardé directement Bryce. « Monsieur Carter, a-t-il dit d'un ton plus vif, avez-vous une explication à donner à ces messages ?» Bryce a commencé à parler, mais son avocate l'a rapidement interrompu, demandant une brève suspension d'audience. Le juge a rejeté la demande. « J'en ai assez vu, a-t-il dit fermement. La responsabilité du tribunal est d'agir dans le meilleur intérêt de l'enfant. Et sur la base de la documentation, des témoignages et de l'incroyable honnêteté de cet enfant aujourd'hui, j'accorde la garde physique et légale exclusive à mademoiselle Carter. Je n'ai pas pleuré, pas là. J'ai juste fermé les yeux et respiré. » Bryce n'a pas contesté. Il s'est contenté de fixer le sol, piégé par ses propres mots. Johan s'est levé pour partir avant même que l'audience ne soit levée, son optimisme pour le pain aux bananes disparu. Et Ellie ? Il a pris ma main et a souri. On peut manger des crêpes maintenant, a-t-il chuchoté. J'ai ri enfin. Absolument. Nous n'avons pas parlé de la salle d'audience sur le chemin du retour. Ellie a baissé la vitre et a laissé le vent se précipiter dans ses cheveux comme si rien ne venait de se passer. Comme s'il n'avait pas exposé la face la plus sombre de son père devant un juge et une salle d'audience remplie d'étrangers. Comme s'il n'avait pas changé le cours de nos deux vies. Mais c'est comme ça que sont les enfants. Ils sont faits pour rebondir même quand ils ne devraient pas avoir à le faire. Nous nous sommes arrêtés dans un petit restaurant sur le chemin du retour. Des crêpes comme je l'avais promis. Il les a commandées avec de la crème fouettée et des pépites de chocolat. J'ai pris un café et je n'y ai pas touché, je l'ai juste regardé. Chaque petit détail, ses yeux fatigués, la façon dont il utilisait sa fourchette comme une cuillère, comment il riait quand le flacon de sirop grinçait. Pour la première fois depuis des mois, peut-être plus, il avait l'air paisible. « J'ai bien fait ?» a-t-il demandé en mordant dans sa crêpe. « Tu as fait mieux que bien, ai-je dit. Tu as dit la vérité. C'est la chose la plus courageuse que quiconque puisse faire. » Il a souri, la bouche pleine de crêpes, et a recommencé à manger comme s'il venait de gagner un trophée. Et d'une certaine manière, il l'avait fait. Les documents judiciaires finaux sont arrivés 2 semaines plus tard. La garde exclusive m'a été accordée. Des visites supervisées uniquement pour Bryce, en attendant une évaluation d'un thérapeute familial et une surveillance continue, ce qui signifiait qu'il ne verrait pas Ellie pendant longtemps, peut-être pas du tout à moins qu'il ne fasse des changements radicaux. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, Bryce a disparu de nos vies presque du jour au lendemain. Pas d'appel, pas de texto, pas d'appel. Son avocat l'a laissé tomber. Johan n'a jamais repris contact. La dernière fois que nous avons entendu parler de lui, il avait emménagé avec quelqu'un de nouveau à travers l'État et recommençait à zéro. Je suppose que c'est ce que font les lâches. Il s'enfuit. Au début, je n'arrêtais pas d'attendre le pire. Je me suis dit qu'il trouverait peut-être une faille ou qu'il essaierait de déformer les choses à nouveau, mais le silence s'est maintenu. Et dans ce silence, quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. Ellie est revenu à la vie. Il a recommencé à dessiner. Pas seulement de petites esquisses, mais des bandes dessinées complètes avec des couleurs vives et des personnages sauvages. Il a fait de moi l'héroïne dans l'une d'elles. Une maman à cap qui a sauvé la situation avec des gaufres et la vérité. Je l'ai accrochée au réfrigérateur comme si elle appartenait à une galerie. Il a recommencé à dormir toute la nuit. Plus besoin de se glisser dans mon lit à 2 heures du matin avec des cauchemars. Il riait plus. Il posait de nouveau des questions sur l'espace et l'océan et si les dinosaures avaient des nombrils. L'étincelle revenait. Et moi, j'ai recommencé à respirer. De vraies respirations complètes. J'ai pris de nouveaux clients, j'ai mieux travaillé et j'ai commencé à mettre de l'argent de côté pour des choses comme des crampons de soccer et des leçons de piano, des choses que je ne pouvais pas me permettre quand chaque dollar était consacré aux frais juridiques et à la thérapie. J'ai même rejoint un club de lecture. Rien de dramatique, juste des femmes comme moi. Fatiguées mais en train de guérir, fortes d'une manière que nous n'avions pas connue auparavant. Les gens me demandent parfois si je déteste Bryce, si je le ramènerais au tribunal s'il essayait de se montrer à nouveau. La vérité, c'est que je ne le déteste pas. Je n'ai plus de place pour ça. Ce que je ressens, c'est de la tristesse pour le père qu'Ellie aurait pu avoir et n'a jamais eu.
Pour l'homme qui aurait pu être le refuge de quelqu'un et qui a choisi le contrôle à la place. Pour le garçon en lui qui n'a probablement jamais appris à aimer sans l'utiliser comme un levier. Mais je ne porte plus son poids. J'ai arrêté le jour où Ellie s'est défendue et a dit la vérité. Je parle encore de ce jour au tribunal, non pas parce que c'était dramatique ou victorieux, mais à cause de ce que cela signifiait. Cela signifiait que la voix d'Ellie comptait. Cela signifiait qu'un enfant pouvait être entendu et cru, pas seulement rejeté parce qu'il était jeune ou petit ou qu'on lui disait quoi penser. Cela signifiait que le cycle s'arrêtait avec nous. Et s'il y a une chose que je voudrais dire à tous ceux qui regardent ceci, à toute mère qui se sent effacée, à tout enfant qui se sent invisible, c'est ceci, vous n'êtes pas impuissant. Pas quand vous avez la vérité. Pas quand vous avez l'amour. Et certainement pas quand vous avez le courage. Bryce a pris le chien. Il pensait qu'il s'en allait avec quelque chose de précieux, quelque chose de propre, d'obéissant et de facile. Il m'a laissé le gamin. Et que ce soit clair, j'ai fait la meilleure affaire. Parce que mon fils est courageux. Il est honnête. Il grandit en sachant que l'amour ne vient pas avec des conditions et qu'être gentil n'est jamais une faiblesse. Cette salle d'audience n'a pas seulement changé un accord de garde, elle a rendu à mon fils sa voix et elle m'a rendu ma vie. Si cette histoire vous a touché, ne serait-ce qu'un peu, veuillez aimer cette vidéo. Cela aide plus de gens à la trouver, en particulier ceux qui traversent peut-être une situation similaire et qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. J'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires. Peut-être avez-vous vécu une bataille pour la garde. Peut-être étiez-vous l'enfant au milieu. Ou peut-être voulez-vous simplement envoyer de l'amour à Ellie. Quoi qu'il en soit, votre voix compte ici. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton d'abonnement et activé les notifications, je partage des histoires vraies qui mettent en lumière la résilience, la famille et la force tranquille qu'il faut pour dire la vérité, même quand c'est difficile. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.